Mer- Merci d'être avec nous ce soir sur ce direct exceptionnel avec le docteur Denis Agrey, que je tiens à remercier personnellement, mais aussi au nom de tous ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire, car son courage et ses prises de parole durant le Covid nous ont beaucoup marqués. De plus, docteur, vous avez été tellement de monde, d'une manière ou d'une autre, que c'est un honneur de vous recevoir sur ce direct ce soir. Mais je veux maintenant passer la parole à Éric Fioril, qui va peut-être évoquer avec vous votre futur, peut-être nouvel engagement pour les municipales qui vont avoir lieu l'année prochaine. Voilà, je laisse la parole à Éric Fioril et bonne soirée à tous. Alors moi, je Merci. vais rajouter par rapport à Gisèle en disant que oui, c'est un honneur de recevoir quelqu'un qui a osé aller au bout de ses convictions quand tout le monde se retournait contre lui. Et je ne vais pas répéter ce que vient de dire Gisèle, mais c'est ce qu'on pense. Et on est nombreux à le penser, et en particulier parmi tous les professionnels de santé qui ont été un peu dans la même situation et qui voient en Denis Agrey non seulement un modèle, mais en même temps un renfort de leurs propres convictions. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on a une chance d'avoir quelqu'un d'intègre qui postule pour essayer de pénétrer le monde politique. Mais le monde politique, c'est le contraire de l'intégrité. Et donc, ça va sûrement être très dur pour lui. Alors, on l'encourage de toutes nos forces. Écoutez, merci beaucoup d'organiser cette visio. Merci pour vos encouragements et vos remerciements. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez parlé de conviction. En fait, ce que j'ai amené dans le débat, entre autres sur les vaccins, depuis plus de 4 ans, bientôt 5 ans, c'est plus que des convictions, c'est-à-dire que c'est des faits. Donc, ils ont du mal à les remettre en question. Quand j'ai détricoté les vaccins du Covid dès mars 2021 avec les données de l'Agence du médicament, en montrant qu'il y avait des décès, qu'il y avait des troubles du rythme cardiaque graves qui se sont révélés être des myocardites et qui ont été reconnus, bah, les faits, ils sont gravés dans le marbre. Et puis là, depuis au moins 1 an, voire 2 ans, j'ai commencé à investiguer et à critiquer aussi les vaccins qu'on fait aux enfants, mais aussi aux adultes. Et j'ai amené, aussi grâce aux données de l'Agence du médicament, toujours les rapports sur les vaccins pédiatriques, que les vaccins qu'on fait aux enfants, ben, il y a des risques graves, il y a des décès, et qui ne sont pas forcément efficaces, puisqu'il y a dans les rapports de l'ANSM écrit échec vaccinal. Donc en gros, j'en arrive à la conclusion qui fait froid dans le dos et qui fait froid dans le dos de l'industrie pharmaceutique et de tous ces grands dirigeants, c'est qu'il n'y a aucun vaccin qui ne soit sûr ni efficace. Donc en fait, ils ont tous des risques, et des risques graves. Donc ça, c'est vraiment un constat. Donc ça va bien au-delà de conviction, c'est un constat, c'est des faits. Donc voilà, donc ça c'est la chose qui m'a amené à prendre la parole depuis 2021. Pour revenir à la chose politique dont on va parler ce soir, moi ce qui m'a mis sur la scène politique, je vous le dis clairement, c'est en septembre 2020, quand ils ont décidé, avec des mesures absolument coercitives et répressives, notamment les amendes, d'obliger les gens à porter des masques, à plus se serrer les mains et à mettre du gel hydroalcoolique sur les mains, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose dans l'humanité de très stupéfiant, c'est que grâce à la répression, à la peur, entre autres d'amendes, et on peut comprendre que les gens qui n'ont pas les moyens de payer une amende de 135 € se soient pliés à ces mesures absolument, je ne sais même plus comment il faut les appeler, mais c'est une violation des consciences, c'est une violation de la liberté de porter un tissu qui ne sert à rien sur le nez. C'est vraiment terrorisé. Et honnêtement, ils sont très forts parce que quand vous discutez avec des jeunes, moi je discute beaucoup avec aussi des jeunes dans la rue qui ont aujourd'hui 18, 20 ans, qui avaient 13 ans, 15 ans au début de tout ça. Et bien, en fait, il y en a encore qui pensent, l'autre jour, j'étais devant le lycée Joffre à Montpellier, qui pensent que les vaccins, que les masques, bah ouais, que le confinement, bah ouais, ça aurait pu. Donc, il y a encore une partie de la population qui est pénétrée par
ce mensonge que, heureusement, moi et d'autres, on a été très nombreux à comprendre. Et donc, moi, à ce moment-là, je me suis dit, si grâce à... C'est des techniques de manipulation, j'en parle très souvent, il y a un bouquin qui s'appelle « Influence et manipulation » de Cialdini, que j'ai lu, que j'ai découvert. Mais toutes ces techniques de manipulation, le gouvernement, tous ces grands politiques les connaissent, ça leur a enseigné à l'école, à l'ENA, à Sciences Po, et ça vient d'histoires très anciennes, pas tant que ça, hein. Mais la guerre de 39-45, les techniques de manipulation, ils les connaissent. Donc, si vous voulez, ça renvoie à des histoires très sombres de l'histoire. La première de toutes, c'est peut-être Pasteur, non? Ben, aussi, mais si vous voulez, tout ça, c'est vraiment... voilà, bon, là, on parlera des vaccins, mais si vous voulez, septembre 2020, je me suis dit, bon sang, si on accède aux médias, peut-être qu'en sens inverse, au lieu de manipuler la population, on peut influencer sur les populations pour les encourager, j'ai envie de dire pour les encourager à avoir des meilleurs comportements de santé et notamment à moins fumer, à moins boire, à moins fumer de cannabis, à faire un peu plus d'exercice physique et donc d'être en meilleure santé. Et à ce moment-là, rien que ça, des vidéos comme ça, vous avez parlé des déterminants de santé, ça s'appelle les facteurs de santé, de maladies évitables. Si vous prenez tabac, alcool, sédentarité, malbouffe, en gros, depuis des années, on nous dit que c'est à peu près 220 000 décès par an, évitables, eh ben, on peut vraiment améliorer les choses. Mais ce n'est pas du tout dans l'intérêt des lobbies, puisqu'ils vivent de ça. Ils vivent de vendre du tabac qui rend les gens malades, ils vivent de vendre de l'alcool qui rend une partie des gens malades, ils vivent de l'industrie agroalimentaire, ce qu'on appelle comme ça, avec de la malbouffe pleine de sucre et de sel et de gras, où les gens finissent par être gravement malades aussi. Et à force de travailler tout le temps derrière des ordinateurs et de faire métro boulot de dos, comme on dit, ils deviennent un peu plus grassouillés, sédentaires. Donc en fait, d'avoir des comportements vertueux, ce n'est pas du tout dans l'intérêt des lobbies. Et donc à ce moment-là, j'ai eu presque une confirmation par le président du Conseil de l'Ordre de l'Hérault qui s'appelle Xavier de Boisgelin, qui m'a un peu en horreur, mais moi je trouve ça presque sympathique. J'étais allé le voir en septembre 2020, on s'était serré la main et on s'était vu sans masque. Et il m'avait dit, mais moi je ne peux rien faire à mon niveau de président du Conseil de l'Ordre, engagez-vous en politique. Donc, en fait, c'est à ce moment-là, et je me suis dit, vous voyez, ça dépasse largement l'histoire des municipales. Je me suis dit, je peux me présenter comme président de la République. Bon. Donc, j'ai fait des vidéos en octobre 2020 qui ont disparu. Le gouvernement les a vues, ça c'est une certitude. Et je pense que ça dérangeait beaucoup le cher Emmanuel et d'autres. Et ils ne veulent pas de concurrents politiques. Après, je ne peux pas, j'ai pas la certitude parce que je n'ai pas rencontré ces gens. Mais si vous voulez, à force, après en 2021, j'ai quand même subi 3 gardes à vue qui étaient vraiment de la répression et qui étaient complètement démesurées. Je pense réellement qu'il y a quelque chose de la répression politique qui vient de très haut, qui consistait à dire les gars, envoyez vos troupes et faites taire Denis Agré, coffrez-le, mettez-lui. Je me suis pris 6 mois de prison avec sursis en septembre 2022. Ça assomme bien le moral. Ça fait d'ailleurs 3 ans que c'est en appel. On peut encore faire un petit clin d'œil à Emmanuel, hein, qui ose écrire sur Twitter il y a quelques jours que la justice est indépendante, qu'elle a une indépendance. J'ose espérer que oui, mais depuis 3 ans, mes 6 mois de prison avec sursis, je n'ai toujours pas d'audience d'appel, vous voyez. Voilà. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire président de la République. J'ai fait des vidéos. C'était un peu fou comme idée. Dans mon entourage, il y a plein de gens qui me disaient tu dis n'importe quoi. Et le Conseil de l'Ordre aussi, au milieu de tout ça, m'a fait passer une expertise de compétences pour s'assurer que j'étais compétent pour exercer la médecine générale.
qui s'est révélé favorable. Donc, j'étais compétent pour exercer la médecine générale. Ça, c'était en septembre 2022. Et au même moment, ils m'ont obligé à passer une expertise psychiatrique. Et là, on est un peu dans le procès de Moscou, comme l'a dit mon avocat, où ils ont dit que j'avais des convictions délirantes. Donc, ce n'est pas une maladie, hein. Là, on est dans le domaine de la conviction. Et j'ai dit, bah ouais, vous avez sans doute raison. Je ne connaissais pas le plafond de verre aussi épais qu'on avait au-dessus de nos têtes. Et sans doute, la conviction un peu délirante, c'était de vouloir faire président de la République. Donc ça, c'est... Vous voyez, c'est... Mais parce que j'avais des choses qui me donnaient envie de soutenir les gens, de vivre dans un monde où les gens soient en bonne santé et soient aussi heureux de vivre et pas des difficultés financières liées à leur mauvaise santé, plein de choses comme ça. Voilà. Mais là, vous vous opposez au programme général. Et donc, quand vous dites qu'ils ne veulent pas de concurrents, ils ne veulent pas de gens qui gênent, ce n'est pas vraiment ça, parce qu'ils sont tous complices, ils sont tous d'accord entre eux. Ils se présentent comme moi je suis à droite, l'autre il est à gauche, ils se présentent tous avec des partis différents, mais ils sont tous copains et tous prêts à partager le gâteau. Et donc, je crois que c'est l'entrée en politique dans ce sens, c'est-à-dire véritablement d'accéder au plus haut niveau, c'est quelque chose qui leur ferait très peur. Très peur que quelqu'un d'intègre, quelqu'un ayant de la vertu, remplace le système mafieux actuel. Et ça leur fait très très peur. Donc je crois qu'on est associés là-dedans parce que moi aussi, je suis passé par tout ça, y compris la prison. Je pense qu'effectivement, et c'est très bien de le formuler, je pense que ça leur fait très peur. Je pense que ça fait très peur aux grands milliardaires. On nous parle des 1800 qui gagnent 100 millions d'euros par an en France, qui est une gabegie, hein. Je veux dire, c'est tant mieux pour eux. On ne nous parle jamais des 1800 qui sont dans une misère totale et qui vivent à la rue, hein. Mais c'est sûr que tous ces gens qui vivent avec des millions, des milliards, qui ont des grandes maisons, qui ont des grosses voitures, qui s'achètent des yachts, qui ont des serviteurs qui leur font à manger, qui leur tondent la pelouse, ont peur de perdre tous leurs esclaves. Et moi, je pense qu'à un moment, ouais, vraiment, il va falloir que ces gens aient un peu d'humilité et se comportent autrement. Ma chance personnelle et familiale, c'est que j'ai côtoyé ça, vous voyez. Notamment avec mon oncle, j'en parle sans honte et sans gloire. J'ai un oncle qui s'appelle Jean-Louis Auger, qui a été PDG de Biomérieux pendant 10 ans à peu près, de 2008 à 2018, qui fait partie, je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais il était dans les 200e fortunes de France. Donc, il était sous la famille Mérieux. La famille Mérieux, pour rappeler, ils sont 14e fortune de France ou 16e fortune de France. Et c'est des gens qui gagnent énormément de sous. Moi, ma chance, c'est que Jean-Louis, c'est quelqu'un que j'ai très cher dans mon cœur. J'ai passé plein de temps avec lui quand j'étais enfant, bien avant qu'il soit catapulté dans ces hautes sphères financières. Est-ce que ça l'a transformé ? Mais ça a sans doute, à un moment de sa vie, aspiré dans quelque chose dont aujourd'hui, je ne peux même plus partager avec lui parce que vraiment, le Covid nous a clivés, y compris avec mon cousin qui est médecin et qui travaille dans la société de mon oncle. Si vous regardez, après, il a racheté Labazur, qui s'appelle Eurofin, tous les laboratoires d'analyse médicale du sud de la France. Donc, ce que je veux vous parler, c'est que moi, j'ai connu ça, le chauffeur de voiture, les jardiniers, les employés de maison qui vous préparent à manger. Mais déjà, c'est pas quelque chose que j'envie, vous voyez, c'est quelque chose que moi, je me fais à manger tous les jours, je fais des courses. Là, vous voyez, je suis dans un endroit beaucoup plus de nature où je ramasse du bois et bon, voilà. Donc, pour revenir à l'histoire politique, évidemment, tous ces grands dirigeants ont peur.
Mais je pense que peut-être aussi, s'il y a un moment, mais c'est vraiment ça leur appartient, ils sont prêts à faire la paix et à arrêter d'avoir ces techniques de diviser pour mieux régner en permanence, peut-être qu'on pourra construire quelque chose ensemble. Mais bon, j'ai des gros doutes. Et c'est là où, entre autres, mon engagement sur les municipales à Montpellier, je vais vous développer ça, mais Oui. je ne sais pas trop s'il faut continuer ou pas, ou s'il faut regarder le château de cartes politique s'écrouler. Et typiquement, on voit très très bien en ce moment la division majeure qu'il y a entre les courants à droite et à gauche, et qui les amène presque à se battre dans la rue. Et je l'ai vu là, à la manifestation du 18 septembre, d'un seul coup, on a eu un espèce de mouvement de jeunes mâles tout habillés en noir, qualifiés d'extrême droite, défiler sur la place de la Comédie, et les petits jeunes qui sont complètement aspirés dans le mouvement de gauche mélenchoniste, qui sont plus, on va dire, à fumer le pétard et à faire la fête, ce qui est plutôt je ne sais pas si c'est la normalité, mais la jeunesse est plutôt dans des courants comme ça. Vraiment, ils sont opposés. Et j'ai vu tous ces jeunes hurler facho, 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 et on leur met ça dans la tête. Donc, ils ne savent même pas ce qu'ils répètent. Et toujours pour continuer sur les municipales à Montpellier, donc j'ai rencontré déjà depuis ce que j'ai annoncé fin août, que je voulais me présenter comme maire à Montpellier. Et donc, j'ai rencontré pas mal de personnes, des gens qui sont engagés en politique à gauche et à droite. Ils me rejoignent tous à peu près dans les idées, mais il y en a qui attendent d'avoir l'investiture, je ne sais pas, plutôt de droite, et d'autres des investitures plutôt de gauche. Et ça, pour moi, ça ne résonne plus dans ma tête, c'est-à-dire que ça ne fonctionne plus. Moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est de l'agriculture biologique. Ce matin, j'ai entendu quelqu'un sur la radio, ça s'appelle Intervalle, c'est une radio associative qui est à côté d'Alès. Et il y avait un monsieur qui parlait de la Confédération paysanne qui dit qu'il n'y a plus que 4% de la population active qui travaille dans l'agriculture. Donc vous voyez comme c'est beaucoup trop peu. Et que si on continue à avoir si peu d'agriculteurs, évidemment, si on veut à bouffer, eh ben, il faut importer des fruits et des légumes et de la viande. Moi, ce que j'avais envie d'amener dans le débat politique montpelliérain, c'est que Montpellier, déjà, il faut que ça arrête d'exploser en démographie. Avec la métropole, on a atteint 500 000 habitants. Montpellier intramuros, c'est à peu près 300 000 habitants, et avec les 30 communes autour, ça fait 200 000 de plus, donc 500 000 habitants. Et moi, ce que j'avais envie d'impulser, c'est qu'à Montpellier, comme dans les communes alentours, on puisse employer des employés communaux et qu'on ait des terres communales pour faire de l'agriculture évidemment biologique et locale, pour qu'on commence à entamer une résilience alimentaire qui, à mon avis, est très jouable très rapidement, parce que les fruits, les légumes, le maraîchage, ça pousse très vite. Les fruits, c'est un peu plus long, parce qu'il faut que les arbres poussent. Mais si vraiment on a une dynamique très forte et qu'on emploie des gens, là, peut-être qu'on pourra faire des choses très belles. Et pour vous continuer l'idée, moi, je vois Montpellier depuis. Après mes études, j'ai quitté Montpellier dans les années 2000-2001. C'était la première ligne de tramway. Et là, on en est à la 5e ou 6e ligne de tramway. Et en fait, depuis, les tours de béton ont poussé de partout à Montpellier. Le côté Richter-Port-Marianne, ça ressemble presque à une espèce de cité un peu building qui ressemble à rien, et ça pousse comme des champignons, toutes ces tours en béton. Et je dis, on a des forêts de grues qui poussent.
Donc, on sait faire des forêts de grues, mais des grues qui font 15 mètres, 20 mètres de hauteur, si ce n'est pas plus. Et là, il y a encore une tour en béton qui pousse à côté de la mairie de Montpellier. Un jour, je me suis levé, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc qui dépasse de la mairie de Montpellier? Ils ont réussi à nous mettre un building qui est au-dessus d'un rond-point, à coup de communication. Ils ont appelé ça l'arbre blanc, mais ce n'est pas du tout un arbre, c'est une tour en béton qui est au-dessus d'un rond-point. Et ils ont, grâce à leur communication avec soi-disant un architecte extraordinaire, vous avez des balcons qui donnent les uns sur les autres, ou d'ailleurs il n'y a jamais personne sur ces balcons, tellement c'est proche de la route. Ils ont réussi à vendre ces appartements des prix exorbitants. Donc moi j'aimerais qu'à un moment, le corpus politique puisse dire on arrête de... Puis en plus, honnêtement, les gens qui bossent dans le BTP, je pense qu'ils ont du travail extrêmement pénible. Avant-hier matin, je suis allé faire un petit footing vers la place du Pérou, si vous connaissez. Et il y avait encore à 7 h du matin des gens qui étalaient du béton, qui découpaient du béton. Il y a 15 jours, 3 semaines, il y avait des gars à la scie circulaire en pleine nuit à 2 h ou 3 h du matin en plein Montpellier qui découpaient du béton ou de la ferraille. Donc il y a tous les gens qui sont réveillés à cause de ces travaux nocturnes. Donc on est dans un délire complètement motivé par les lobbies du BTP, hein, c'est une évidence. Mais ce qui est assez intéressant, et j'ai discuté avec, entre autres, des notaires et des agents immobiliers, c'est qu'ils vous disent que ce qu'ils appellent ça la promotion, c'est-à-dire que les immeubles en béton neuf, j'ai l'impression qu'ils arrivent de moins à moins à en vendre. Donc ça, je pense que ça va toucher la fin de leur espèce de Eldorado du béton neuf. Et il faut se réapproprier des territoires. Voilà. Alors, dans votre schéma, vous allez donc axer votre campagne sur la nature et sur la vertu et la bonne santé. Mais vous affrontez des gens vous avez parlé de lobby du bâtiment. C'est plus que du lobby, c'est de la corruption permanente. Toute la ville de Montpellier fonctionne sur la corruption. Et donc, ça veut dire que pour l'esprit des gens qui sont informés, vous voulez la bonne place qui permettra que ce soit vous qui touchiez les commissions à la place du maire. Ah, moi, je ne veux pas de commission. C'est pour les gens les plus informés. Je veux zéro commission, cher ami. C'est là aussi où sans doute ça les dérange. Et bien là, ça dérange énormément parce qu'il y a des boîtes de bâtiments qui aujourd'hui font des affaires magnifiques grâce à la corruption. Mais s'ils ne peuvent plus corrompre, ils n'auront plus ces affaires. Ouais. Le problème, c'est après, c'est comment on redéploie. Le problème, c'est comment on redéploie l'emploi de manière vertueuse. Je ne l'ai jamais rencontré. J'avais suivi de très près les municipales en 2020 avec un mouvement qui s'appelait Nous Sommes, qui était beaucoup plus proche de LFI et des Verts. Et entre autres, il y avait Moed Altrad, là, qui est Altrad, c'est un monsieur qui, je crois qu'il est syrien, qui a monté une boîte de BTP énorme qui équipe toutes les grues et tous les échafaudages des chantiers montpelliérains et de bien d'autres endroits. Évidemment, ces gens, si demain il y a moins, voire quasiment plus d'immeubles qui se construisent, ils vont plus ou moins rapidement dépérir, voire faire faillite. Et que vont devenir tous leurs employés? Et c'est là où moi je trouve qu'il y a vraiment des portes de sortie intéressantes pour tout le monde, mais c'est à eux de voir, y compris pour tous ces gens du BTP qui ont des boulots, moi je trouve extrêmement pénibles, où il y a énormément d'accidents du travail, où il y a des gens qui ont des problèmes de dos très tôt. Moi j'ai fait 15 ans d'urgence. Je vous assure que les gens qui travaillent dans le BTP, encore avant-hier, j'ai vu des gars avec des scies circulaires thermiques à découper du bitume en pleine rue. Déjà, quand vous passez en vélo, vous fermez la bouche pour passer à côté et éviter ça. Mais rien que le bruit, les gars, ils deviennent à moitié sourds, même s'ils ont des casques. Même s'ils ont des masques à filtre, ils passent leur journée à respirer de la poussière abominable.
L'été, ils bossent dans des chaleurs pas possibles. Ils ont des vibrations en permanence dans tous ces engins de BTP où finissent par avoir des hernies discales. Enfin, moi, j'ai vu une quantité de maçons à 40 ou 45 ans, 40, 45 ans être en invalidité parce qu'ils ne pouvaient même plus se baisser parce qu'ils avaient une hernie discale et une sciatique opérée. Donc, en fait, si vous voulez, moi, je crois que tout ça, ça va finir par péricliter de soi-même. Donc, soit à un moment, il y a un espace de discussion démocratique qui s'ouvre et qui est rendu possible sans qu'on vienne m'attaquer. Je n'ai pas l'impression d'être particulièrement attaqué, mais c'est très difficile de rassembler. Et l'autre chose dont je voulais vous évoquer, hein, mais c'est aussi la résilience alimentaire, et vraiment, je pense que pour finir, tous ces gens qui sont dans le BTP, ou même il y a plein de gens qui bossent dans des bureaux, qui font de l'informatique toute la journée dans des bureaux, je pense que si on crée de l'emploi dans l'agriculture ou dans l'artisanat, hein, même faire des vêtements, faire des meubles, tout ça, c'est vraiment possible et ça peut se dynamiser relativement facilement. On pourra avoir des transitions de boulot sans que les gens soient trop au chômage et qu'ils aillent sans doute vers des boulots qui les intéresseront et qui leur permettront de garder une bonne santé plus longtemps. Voilà. Mais ça n'intéresse personne, c'est ça le problème. Ça Je ne sais n'intéresse pas. personne qui soit en bonne Ouais. santé, ça n'intéresse personne que les gens puissent vivre leur passion. Ce qui les intéresse, c'est que les gens fassent des métiers qui ne leur plaisent pas, touchent un minimum et réduire au maximum leur capacité d'achat. Et donc, Je on sais. arrive à un système qui va étrangler tout le monde, mais très lentement, tout doucement. Ouais. Mais ça, Et ça c'est à la population globale de se mobiliser. Euh, Vous voyez, j'ai rencontré donc des gens de gauche, hein, et ce week-end, entre autres, je suis allé, il y avait un espèce de petit congrès de Europe Écologie Les Verts, la EELV, où je suis allé. Il y avait une dame qui est députée qui s'appelle Marine Tondelier, et il y avait euh, un autre député. Mince, bon, il faut que je retrouve son nom. Ça. Et je leur ai parlé entre autres des vaccins, de ma situation. Mais si vous voulez, Tondelier, moi, je l'ai vu parler avec des propos absolument outranciers en disant que c'est assez marrant, elle s'appelle Marine comme Marine Le Pen et apparemment, elle vient des Nains-Beaumont comme Marine Le Pen. Alors, soit elles s'entendent pour s'insulter publiquement, soit elles le font vraiment de bon cœur. Mais Tondelier, elle traitait Marine Le Pen de facho pendant 10 minutes, quoi. Donc, c'est assez stupéfiant de les voir comme ça. Il faut avoir vécu un petit peu avec eux. Et quand vous voyez, par exemple, au Sénat ou dans l'Assemblée des députés, des gens qui en sont presque à s'insulter directement dans la Chambre. Ouais. Et au moment où les caméras se ferment et qu'ils sortent, ils se prennent par le bras et ils vont boire un coup ensemble. Tout ça, ce sont des montages, c'est du cinéma pour la population. C'est rien d'autre. Et ils sont tous d'accord. Et oui. Et le plus drôle, c'est quand vous les voyez sortir, on dit, t'as vu, j'étais bien là, t'as vu ce que je t'ai mis sur le truc. Et ces gens ce sont juste des acteurs, parfois de mauvais acteurs, parfois de bons acteurs, mais ce n'est que ça. Ce ne sont que des acteurs. Alors là, j'ai l'impression que vous avez perdu la connexion ou qu'il y a un problème. Votre image est figée. Ah. On va attendre quelques instants en espérant que vous allez pouvoir revenir. Voilà, là, il est sorti et il va essayer de revenir. On va lui demander s'il est rentré dans la franc-maçonnerie, parce que s'il n'est pas rentré dans la franc-maçonnerie, il n'a aucune chance de toute façon. De toute façon, si c'est pour se présenter aux élections municipales, il peut aussi avoir des chances, mais c'est un travail ardu et franchement, il aura des oppositions, c'est certain. Mais il a raison, il faudrait réhumaniser le travail.
On a été Excusez-moi. coupé quelques instants. Ouais. Donc, Oui, ouais. on se disait pendant votre absence que réhumaniser le travail, revenir en fait à l'humanisation des gens qui sont aujourd'hui un peu déconnectés, pris dans des C'est ça. engrenages, et c'est très C'est ça. difficile. Et Hum. en plus de ça, vous avez une secte qui contrôle totalement Montpellier. Je pense que Ouais. vous êtes au courant. La franc-maçonnerie est omniprésente dans tous les pouvoirs montpelliérains. Je sais bien. Je sais bien, Et c'est là où c'est si plutôt vous n'en faites pas particulier. tant, Ouais. C'est plutôt particulier, voire effrayant. Bon, on en revient à mes affaires avec le Covid. Moi, le Conseil de l'Ordre m'a pourri la vie, pour être très simple, depuis 2021. Hein. Ils ont commencé à me foutre en chambre disciplinaire en avril 2022, en me foutant 3 ans d'interdiction. J'ai fait appel, donc ça suspendait la décision. Après, il y a eu ce que je vous ai raconté, ces expertises de compétences et psychiatriques. J'ai cassé ça. Ils m'ont réinscrit en septembre 2023 et ils m'ont radié là en janvier de cette année. J'ai fait appel au Conseil d'État. Depuis 9 mois, je n'ai pas de réponse. Dans l'histoire, j'ai compris que l'avocat qu'on m'avait conseillé était franc-maçon. Je m'en suis défait. Je pense que ça l'a beaucoup énervé que j'apprenne qu'il était franc-maçon. En me disant mais non, mais bah, je lui ai dit bah, écoutez, au bout d'un moment, ça avance tellement pas nos histoires que j'ai eu un dossier classé sans suite au tribunal où il y a 3 confrères de Conseil de l'Ordre de l'Hérault et de l'Occitanie, entre autres Thévenot et d'autres. Thévenot, c'est le président du Conseil régional de l'Ordre des médecins, où ils ont fait des dépositions calomnieuses en disant que j'avais voulu les menacer encore une fois. Et ils ont essayé de me faire foutre en prison avec le procureur. L'audition a duré 2 heures, ça a été classé sans suite. mais là, vous Mon avocat. carrément à toute la loge. Ouais, non, mais mon avocat voulait essayer de me faire dire des choses que j'ai refusé de dire. Heureusement, ça a été classé sans suite. En attendant les pièces, une fois que c'est classé sans suite, je devrais avoir accès à ces pièces qui sont des dépositions calomnieuses, mensongères de mes confrères pour les attaquer en retour. Et depuis 2 ans, je n'ai pas accès à ces pièces. Donc, si vous voulez, clairement, au niveau judiciaire, il y a des choses absolument malsaines qui, à mon sens, discréditent énormément la justice, y compris le procureur de la République, l'ex qui est parti Bélargent, et on verra le nouveau s'il est un peu plus intègre ou respectueux des règles de droit. Mais ça Mais il y a n'existe pas. vraiment quelque chose. Il y a quelque chose d'extrêmement grave dans la justice. Moi, quand je vois Macron qui écrit sur Twitter que la justice est indépendante, vraiment, je l'ai écrit sur Twitter, il ne faut pas trop nous prendre pour des débiles non plus, mais quelque part, moi, je garde toujours une dose d'espoir. Quand on voit Dupond-Moretti qui a fait les bras d'honneur à l'Assemblée nationale à la présomption d'innocence, c'est juste une gabegie, une honte monstrueuse. Ce monsieur aurait dû être débarqué du jour au lendemain de son poste de ministre de la Justice. Ce gars est tellement un fanfaron. Déjà, c'est assez rigolo parce qu'un jour, j'ai mangé avec lui à la table de monsieur Lelouch, le réalisateur, Claude Lelouch, que j'ai connu par des relations de cinéma. Et un jour, je me suis retrouvé à la table de Claude Lelouch et de Dupond-Moretti et de Béatrice Dalle. Donc, c'est assez rigolo. Dupond-Moretti, je pense qu'il se souvient à peine, voire pas du tout de moi. Moi, je me souviens très bien avoir mangé avec lui. Mais c'est des gens qui sont d'une malhonnêteté profonde et qui veulent encore faire croire à l'indépendance de la justice. Moi, j'ai ce soupçon encore de croyance et d'espoir, entre autres pour les audiences judiciaires qui sont encore à venir. Voilà. Pour revenir, bon, je finis là-dessus. Ben, moi, le 7 octobre 2025, donc dans quelques jours, je dois passer au prud'homme pour mon licenciement de la Fondation Partage et Vie qui a été acté en janvier 2021. Donc, ça fait que quasiment 5 ans que j'attends d'avoir un jugement sur un licenciement qui est un licenciement verbal. Manque de peau pour ces gens, j'ai enregistré l'entretien, on l'a produit par voie d'huissier et j'ai le droit de le produire pour ma défense.
Et puis aussi, c'est un licenciement politique. Et on en revient encore à cette histoire de ma candidature pour la présidentielle de 2022, quand j'ai fait mes vidéos en 2020. En fait, j'avais écrit à mes collaborateurs, puisque je dépendais du siège de la Fondation Partage et Vie, et j'avais de très bonnes relations avec les gens qui étaient à la RH, aux finances et aux services informatiques. Et j'ai fait quelques mails à mes collègues en octobre, novembre 2020 pour leur dire: est-ce que ça vous intéresse de me soutenir pour ma campagne présidentielle? Eh bien, la Fondation s'est émue de ces mails en disant que je n'avais pas le droit de me servir de mes boîtes mail pour faire ma promotion de ma campagne présidentielle en 2020. Et c'est très rigolo parce que, déjà, presque c'est de la violation de ma correspondance privée avec mes collaborateurs, mes amis. Et puis en plus, c'est un licenciement politique et ça, c'est interdit en droit. Donc on verra si le 7 octobre 2025, le juge des prud'hommes arrive à accéder que j'ai subi un licenciement qui est nul, qui outrepasse. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment à venir. Et l'autre audience que j'attends avec grande impatience, c'est que j'ai fait appel, je vous ai dit, de ma radiation au Conseil d'État. Et depuis 9 mois, mon avocate a encore écrit la semaine dernière au Conseil d'État pour leur dire que je m'inquiétais de ce délai extrêmement long. C'est pas tant que moi je m'inquiète, c'est que presque elle s'inquiète. Et je pense que ça devrait même inquiéter les avocats et les juges de voir qu'un médecin français déjà puisse être exclu de sa profession parce qu'il a critiqué et alerté sur des risques de santé publique. Il faut bien rappeler que, en fait, en théorie, je suis un lanceur d'alerte et qu'il y a la loi du 22 mars 2022 qui est là pour protéger les lanceurs d'alerte. J'ai fait un dossier de 40 pages auprès du défenseur des droits qui n'a jamais été reconnu. On n'a même d'ailleurs jamais reçu de réponse pour dire oui, vous êtes un lanceur d'alerte ou non. Donc il y a tout ça qui, au niveau judiciaire, est absolument insoutenable et qui, pour moi, discrédite profondément le droit, l'existence des métiers d'avocat, de juge et tout ce qui va avec. Donc soit ils me rétablissent dans mes droits et à ce moment-là, l'institution judiciaire aura son existence, comment on peut dire, c'est un peu l'histoire de la balance, c'est qu'il y aura un équilibre, qu'on retrouvera cet équilibre et on n'a pas dans un truc qui penche dangereusement. Et voilà, donc c'est là où j'en suis, vous voyez, tout ça est lié en fait. Est-ce que vous connaissez le chemin, le fonctionnement de sélection des gens qui dirigent, que ce soit les dirigeants politiques, les dirigeants médicaux, les conseils de l'ordre, etc. Est-ce que vous connaissez comment ils sont sélectionnés? Non, moi je suis très naïf de tout ça, donc c'est là où c'est un peu candide, vous voyez, je suis tombé un peu comme l'oiseau du nid qui se réveille un matin. Je le dis vraiment avec humilité et un peu d'humour, en me disant, tiens, je peux faire président de la République. Et vraiment, j'étais naïf. Maintenant, je le suis de moins en moins, mais expliquez-moi. Moi, est-ce que je peux vous poser une question? Pourquoi avez-vous choisi Montpellier comme, pour vous présenter éventuellement au municipal? Pourquoi pas choisir une ville de moindre importance où vous auriez plus de possibilités de devenir maire? Parce que Montpellier, mais en fait, déjà, je suis quelqu'un, je pense, qui aime bien les challenges. Je suis né et j'ai grandi à Montpellier quand même, donc c'est un endroit qui m'est cher. Je trouve que c'est un endroit magnifique. Le centre-ville est un endroit extraordinairement beau avec des bâtiments historiques magnifiques. Et je pense vraiment qu'on peut faire de très belles choses. Donc voilà, j'ai grandi dans un village à côté de qui s'appelle Saint-Clément-la-Rivière, où j'aurais pu me présenter à Saint-Clément, mais si vous voulez, c'est un peu la gentrification, c'est-à-dire que tous ces petits villages alentours, y a des gens qui ont des toux, il y a des petites villas, il n'y a pas de choses complètement folles
à challenger. Au niveau de la mairie à Montpellier, il y a quand même 500 000 habitants qui sont là, qui ont des attentes. On voit bien qu'il y a une partie de la population qui souffre énormément. J'ai jamais vu autant de pauvreté et de clochards dans les rues. Il y a des gens qui dorment dans les rues à Montpellier. J'ai jamais vu ça. Il y a 20 ans, 30 ans, il y avait quelques mendiants, mais c'était pas du tout ça. Donc voilà, c'est ça qui m'a animé. Après, voilà. C'est un challenge parce que je pense qu'avec votre nom, de toute façon, vous auriez possibilité de vous faire élire dans une ville un peu de moindre importance aux alentours de Montpellier. Mais si vous voulez, bon, voilà. Moi, je vais en dire un mot. Après, Monsieur Floril me dira comment il voit la sélection de ces personnes, mais comment vous dire bon, ça m'est sorti. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire, c'est pas grave. Allez-y. Ça reviendra. Ces gens sont sélectionnés selon un schéma qui est très particulier. Et la franc-maçonnerie, comme l'a dit d'ailleurs le président Hollande à son époque, est absolument impossible à éviter puisque c'est elle qui fournit tout. Donc, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, vous avez les loges dans lesquelles les gens doivent suivre des ordres. Et la première chose qui est demandée aux francs-maçons qui rentrent là-dedans, c'est de montrer qu'il est capable de totale humilité. Il doit être totalement soumis. Il doit apprendre la soumission. Pendant 1 an, déjà, il n'a pas le droit d'ouvrir la bouche. Pendant 1 an. Et en même temps, on lui apprend aussi la dichotomie. Donc, on lui dit maintenant, rentrant dans la franc-maçonnerie, tu es un libre penseur. Et en qualité de libre penseur, tu dois faire les choses les plus ridicules qu'on va t'indiquer et te soumettre totalement. Donc, si vous voulez, à la fois être un libre penseur et à la fois être totalement soumis. Et puis ensuite, on va le faire progresser dès qu'il va atteindre les premiers niveaux. Et là, on va le tester à travers ce qu'on appelle les agapes. Les agapes, ce sont ces super dîners, les super restos qu'on se fait le lendemain de la réunion, où là, on est libre. Et là passent les recruteurs. Et les recruteurs vont vous faire boire un peu plus que de coutume, vont vous offrir un joint à la sortie, à la fin, vont vous inviter ensuite à aller dans une soirée en discothèque. Et petit à petit, on va vous tester pour voir jusqu'à quel point vous êtes tordu. Et si de la discothèque où on s'est trouvé quelques jolies filles, on peut passer à la partouze, et de la partouze, on peut passer ensuite aux soirées avec des petits-enfants, et ainsi de suite. Et c'est l'échelon, c'est l'escalade pour amener. Alors, il y en a beaucoup, bien sûr, qui refusent dès le départ. Il y en a dès le début qui sont complètement rétroactifs. Mais vous avez aussi des gens qui se satisfont et qui se révèlent grâce à l'alcool et à la drogue, qui se révèlent complètement et qui se révèlent capables de tout. Et si vous êtes vraiment le pourri capable de tout, on peut vous emmener jusqu'à la présidence de la République. On peut vous emmener à être ministre. Et là, vous aurez la plus belle place. Et là, vous serez. Eh bien, c'est comme ça. Et je crois que c'est assez dénoncé par des gens comme Carl Zéro, qui étudie beaucoup la pédocriminalité et qui indique bien Montpellier, Béziers, Perpignan, c'est les zones du trafic. C'est terrible. Et moi, vous voyez, ça fait terriblement écho parce que, entre autres, je ne vais pas dire son nom, le pauvre, mais mon cher avocat que j'ai débarqué se revendiquait comme libre penseur est tellement soumis que quand je l'ai rencontré, il s'était fait 3 doses et comme il fumait et qu'il faisait du tennis, il avait eu des douleurs thoraciques. Et comme je suis quelqu'un d'extrêmement gentil et dévoué aussi à mon métier, je l'ai envoyé voir un cardio et j'ai insisté pendant plus d'1 mois pour qu'il accepte d'avaler de l'aspirine pour lui diminuer son risque cardiovasculaire. Et c'est assez marrant comme il lui a fallu énormément de temps pour accéder au fait que Denis n'était pas un complotiste, mais disait des vérités. Et sans doute, je l'ai protégé. Et c'est là où aussi, ils arrivent, ils sont tellement soumis qu'il a même vacciné son gamin qui fait énormément de sport et qui avait 14 ou 15 ans. Donc, si vous voulez, c'est sûr qu'ils sont inspirés dans un modèle absolument... qui est de la soumission, mais je l'ai vécu en médecine, c'est-à-dire que, et d'ailleurs tous les étudiants vivent ça, c'est-à-dire qu'à partir de la 2e année, vous avez le bizutage. Alors vous voyez, j'étais pas franc-maçon, mais on vous fait picoler,
on vous fait faire des jeux à moitié sexuels, et ça pervertit l'esprit, et ça rend débile. C'est assez marrant parce que moi, après, quand j'étais urgentiste, j'ai passé 10 ans aux urgences à Gap, mon voisin était franc-maçon, et on m'avait, comme on dit, approché, et on m'a proposé réellement de rentrer là-dedans. Moi, je ne voyais pas trop d'intérêt, et je ne comprenais pas ce qu'il en était. Mon voisin, Stéphane, m'avait fait rencontrer un monsieur qui s'appelait Jean-Marie, qui était un des grands de la loge de PACA, tout ça. Mais je n'ai jamais eu de résonance là-dedans, donc j'ai jamais mis les pieds. Et c'est là où on s'aperçoit que ces communautés d'entre-soi qui n'ont qu'une seule fin, c'est-à-dire de s'enrichir pécuniairement et d'avoir des conduites sexuelles complètement débridées, moi, ça me va pas, quoi, voilà. Oui, mais c'est le chemin normal de la secte, de tout l'ensemble de la secte. Mais Cette secte écoutez, contrôle la France. on les laisse ensemble. On Vous verra si on avez, peut faire de la politique. Juste une chose pour revenir à la sphère montpelliéraine. Donc l'autre député là qui avait à la réunion là sur les Verts, c'était Jean-Louis Roumégas. C'est assez marrant parce que il a fait des vidéos, entre autres pour critiquer Buzyn et l'obligation vaccinale en 2018, dont il s'est ouvert avec moi en privé. Je lui ai parlé de la liberté vaccinale. Il m'a dit bah, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais quand j'ai pris la parole, il y a des gens dans la salle qui ont hurlé bravo docteur devant Tondelier et devant Roumégas. Et il y a plein de gens, entre autres dans la communauté, je veux dire des mots un peu maghrébines, mais aussi chez les catholiques et aussi chez les juifs, qui font plus du tout vacciner leurs enfants et qui passent leur temps à faire des faux. Donc à un moment, je pense qu'il y aura une partie non négligeable de la population qui ne va plus faire vacciner ses enfants, et que le propos de liberté vaccinale, peut-être chez ces hommes politiques, va trouver du sens. Bon, voilà, ça c'est une chose. Donc, bon, vous voyez, Jean-Louis Roumégas, Marine Tondelier, elle a bien gardé ses distances de ne pas m'approcher. Je pense que cette dame, au moment où j'ai parlé, elle a glissé un petit... elle a fait une messe basse à son voisin qui était le maire de Trappes. À mon avis, elle a dû lui dire ouais, Denis Agré, c'est un complotiste ou je ne sais quoi. Mais bon, voilà, on les côtoie. Et puis aussi, par contre, j'ai bien aimé discuter. On a échangé nos téléphones. Il y a un monsieur qui s'appelle Serge Martin qui se présente à Montpellier, qui est, de ce que j'en ai compris, qui travaille à la Chambre d'agriculture, et qui a des propos plutôt proches de ce que je porte, c'est-à-dire de promouvoir l'agriculture locale, de recréer de l'artisanat, des petites entreprises. Vraiment, il y a plein de possibilités de créer de l'emploi vertueux sans que ça soit des holdings internationales où on est tous esclaves et où on peut avoir une certaine liberté dans le travail qu'on entreprend, quoi. Voilà. Ben, ce monsieur, il faut vous rapprocher de lui et puis essayer de déceler si c'est vrai ou si c'est juste un chemin qu'il a pris. Un chemin peut-être pour vous attirer, profiter de votre notoriété, de votre réputation, ou est-ce qu'il est sincère? S'il est sincère, il faut vous approcher de lui sans hésiter. Donc voilà un peu. Il fera dans ce milieu. Voilà un peu où j'en suis de ce chemin sur les campagnes municipales à Montpellier. Honnêtement, je trouve que effectivement, s'il y a des risques, vous voyez, Trump, il s'est quand même fait à moitié fusiller l'oreille. Moi, je tiens à ma vie, j'aime vivre, donc je ne vais pas aller me confronter à ces gens. Il y en a un qui me fait vraiment rigoler, qui s'appelle Michael Delafosse, hein, c'est le maire sortant, comme on dit. Il m'a bloqué sur Twitter parce que je mettais des commentaires en dessous, mais des commentaires somme toute sur les vaccins. Donc ces gens ne veulent surtout pas débattre.
j'ai croisé Delafosse, c'était assez rigolo. Le Tour de France est passé cet été à Montpellier. Donc, bien sûr, quand il y a le Tour de France, il y a des choses complètement délirantes, c'est-à-dire qu'on bloque toutes les rues pour que pendant 15 minutes, il y ait une cinquantaine de gars qui passent en vélo et où les gens les applaudissent. Ce qui, moi, je trouve intellectuellement est assez limité. Et déjà, vous voyez, on parle de bande organisée. C'est très bien organisé. Ils ont fermé des rues entières et pendant 3 jours, ils ont fait passer la fourrière où ils enlèvent toutes les bagnoles qui n'ont pas été enlevées 3 jours avant par les propriétaires et ils les embarquent à la fourrière. Donc, je peux vous dire que ça doit leur ramener un fric monumental et ils font ça dans toutes les villes où ils passent. Ça, c'est point 1. Et 2, le soir, je me retrouve à un bar en bas d'Antigone et je vois tout un groupe c'est quasiment que des hommes qui descendent du tramway bleu, la ligne 1, attendent sur le quai, et puis derrière, il y a un beau tramway jaune avec plein de publicités du Tour de France qui arrive. Et entre le tramway bleu où tout le monde descend, on regarde, et en fait, il y avait Delafosse, je l'ai reconnu, et je suis allé lui serrer la paluche pour lui dire, ça va, monsieur Delafosse, vous êtes au courant des problèmes des vaccins, et puis lui, surtout, de ne pas vouloir discuter. Et puis, il y a un de ces petits coqs qui s'est approché de moi, qui m'a repoussé du thorax en me disant, venez, on va aller discuter plus loin. Donc voilà, dans les postures où sont ces gens, je les trouve absolument ridicules. Je les trouve... je ne sais même plus comment qualifier tout ce monde politique. Ça va du président, ça passe par tous les députés, tous les sénateurs. Moi, je suis absolument outré, et je vais revenir à l'histoire des vaccins, je suis absolument outré de voir que l'obligation vaccinale de janvier 2018 est toujours en place et qu'on laisse mourir réellement des enfants à cause de ces vaccins et aussi des enfants tombés gravement malades ou handicapés. Voilà. Donc, si vous voulez, l'histoire de la campagne municipale, c'est quelque chose de très beau, de très intéressant. Et quelque part, vous voyez, je vous en parle très volontiers, c'est que cette histoire de vaccin qui concerne les 67 millions d'habitants qu'on est en France et à peu près, je sais pas, je crois qu'il y a 16-17 millions de moins de 18 ans en France. Et moi, je pense beaucoup aux mineurs, aux enfants, qui sont sous cette obligation vaccinale et où il faut que le monde des adultes les protège parce que c'est plus tolérable. Vu la manne de connaissances qu'on a sur les vaccins pédiatriques, c'est plus tolérable. Voilà. Vous avez écouté le docteur Stickelberger? Pas récemment, mais bon, après, on a chacun des... De plus en plus maintenant, il est admis que le principe du vaccin ARN a été mis en place par DARPA. DARPA, c'est l'armée américaine. Ouais. Et ça a été transmis aux différents labos. Et a priori, il semble que ces vaccins détruisent irrémédiablement les gens entre 3 et 10 ans. Et donc, l'hécatombe n'est pas terminée des premiers qui ont été injectés. Et je crois qu'il faut, au contraire, donner des chances aux gens de s'en sortir. Et il y a des médecins à partir des gens, voilà, à partir des gens qui tournent autour de cette docteur Stickelberger, il y a aussi le docteur Sabatier. Oui, Jean-Marc Sabatier. Il n'est pas médecin, Jean-Marc, mais il est au CNRS. Non, mais de toute façon, on est très nombreux à annoncer ça. Il y a Louis Fouché, il y a Christian Perronne, il y a Éric Loridan, il y a Jean-Philippe Labrèze. On est des centaines, voire des milliers. Il y en a qui sont plus ou moins visibles. Voilà. Moi, je suis plus nuancé sur l'histoire des vaccins Covid. Je pense que déjà, on a beaucoup évité des catastrophes pour certains qui ont fait défaut et des fausses injections, et puis aussi des thérapies comme l'aspirine, la colchicine ou d'autres traitements anti-inflammatoires. Clairement, ça diminue les risques cardiovasculaires. Donc, je pense qu'on a vraiment atténué quelque chose d'extrêmement dangereux.
après, le lien entre cette vaccination de masse et l'armée et un programme militaire de guerre, effectivement, moi, je n'ai pas trop creusé là-dessus, mais c'est absolument terrifiant et on voit bien que c'est très probablement pas déconnant, pour dire un mot comme ça. Et l'histoire de l'obligation vaccinale de janvier 2018, parce qu'il y a eu le pass sanitaire Covid qu'on a fait sauter en 2021, mais il y a toujours l'obligation vaccinale de janvier 2018, où avec Buzyn, ils ont flanqué 11 vaccins aux gamins pour aller à l'école ou à la crèche. Ça, c'est presque aussi grave, voire plus grave que les vaccins du Covid. Enfin, je ne sais même pas, il n'y a pas de graduation entre l'un ou l'autre, mais ce pass sanitaire, moi je l'appelle le pass sanitaire pour aller à l'école ou à la crèche, il est toujours actif. Et je dis vraiment aux gens, mobilisez-vous parce que ce n'est pas les enfants de 0 à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans qui vont aller manifester pour dire non au pass sanitaire pour aller à l'école ou à la crèche. C'est pas de l'eau bénite qu'on injecte aux enfants. Vous voyez, ça c'est vraiment pour être un peu dans l'ironie et pour sortir de cette espèce de croyance folle qui vient de Pasteur que les vaccins protègent des maladies. Je le dis et je le revendique, les vaccins ne protègent pas des maladies. C'est écrit dans les rapports de l'ANSM, il y a des risques graves, il y a des échecs vaccinaux, il y a des méningites après le vaccin hémophilus qu'il y a dans tous les vaccins penta, hexavalent. Apprenez surtout et il y a des décès. Ouais. Donc, si vous voulez, moi, j'entends encore des parents nous dire ouais, mais on est obligé. J'ai encore refait des vidéos hier soir pour leur dire non, mais arrêtez de dire que vous êtes obligé, parce que demain, si vous amenez votre gamin et qu'il convulse, qu'il est handicapé grave, qu'il fait une méningite, qu'il fait un problème cardiovasculaire parce que ça cause des myocardites, ou qui finit dans un cercueil, c'est vous qui allez pleurer. Le gouvernement actuel, ça les fait gentiment rigoler. Ils s'émeuvent absolument pas quand il y a un enfant qui décède après un vaccin. Ils s'émeuvent quand il y a quelqu'un du showbiz qui décède. Ça, tout de suite, on a des grandes communications des ministres en disant « Oh, le pauvre un tel, le pauvre une telle vient de décéder ». Mais il n'y a jamais aucun émoi sur des enfants qui décèdent déjà après les vaccins du Covid. Hein. Je vous en cite une qui est, pour moi, je ne sais pas si c'est un ange, en tout cas, j'en ai parlé tellement, elle s'appelle Mélanie Massip, sa maman, je l'ai vue encore au congrès là, à Castres il y a quelques semaines, Olga Garcia, Mélanie Massip, elle a été vaccinée en l'été 2021 et elle est décédée. Et si je ne sais même plus comment les qualifier, ces médecins du Conseil de l'Ordre, ces ministres, les morts subites, avaient tenu compte de nos alertes. Il y a plein d'enfants qui ne seraient pas morts. Donc, c'est plus possible de laisser ces gens diriger notre pays. C'est insupportable. Absolument. Donc, de grâce, chers parents, qui continuez à écouter l'obligation vaccinale de janvier 2018, je dis vous êtes comme dans l'expérience de 1000 grammes, vous avez le droit de désobéir à l'autorité suprême du chef d'État, du directeur de l'école, parce que la finalité d'un vaccin, ce n'est pas que vous le fassiez piquer, que vous piquiez votre enfant pour le déposer à l'école ou à la crèche pour aller au travail. Ça, c'est la finalité complètement totalitaire dans laquelle ils voulaient nous mettre, c'est-à-dire installer un système totalitaire où vous êtes conditionné à faire des vaccins toute votre vie durant, déjà très jeune, de 0 à 2 ans, il y a 13 vaccins obligatoires, et après, il y a des rappels à 6 ans, 12 ans, et puis après, quand vous êtes professionnel, vous avez des vaccins obligatoires pour l'hépatite B, vous avez des vaccins obligatoires de DTP, diphtérie, tétanos, polio, dans plein de formations professionnelles, que vous soyez marin, que vous soyez n'importe quel. Et après, on vous oblige à faire des rappels à 25 ans, à 45 ans, à 65 ans. Donc en fait, si vous voulez, il y a une espèce de soumission à cette espèce de passeport vaccinal, entre autres numérique, qu'ils voulaient mettre en place. Et il faut qu'on sorte définitivement de ça pour reprendre nos libertés.
Absolument. Donc voilà un peu où on en est. Et c'est pour ça que vous voyez que ma campagne à Montpellier, moi j'ai du mal parce que euh, mon propos sur l'écologie, sur l'agriculture, c'est ça que je voulais vous parler, c'est sur la résilience énergétique, c'est-à-dire que demain, si on met des panneaux photovoltaïques et des chauffe-eau solaires sur une quantité énorme de toits d'immeubles publics et privés, ben on a sans doute très rapidement une autonomie énergétique à Montpellier où les gens vont avoir un gain de pouvoir d'achat énorme parce qu'il y aura un investissement public pour produire de l'énergie locale sans avoir besoin de mettre des champs de photovoltaïque sur des terres cultivables, mais sur des toits d'immeubles qui sont des toits en goudron qui servent à rien. Donc, il y a plein de choses très belles à faire, mais je sens bien que c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, moi, je suis très content de faire cette émission avec vous ce soir, comme tant d'autres, mais il y a toujours de la censure numérique autour de mon nom. Et moi, je suis très fâché parce que fin juillet, ils ont fait sauter mon compte Facebook avec 32 000 abonnés, 50 vidéos, et entre autres, il devait y avoir des gens de Montpellier qui me suivaient. Donc, ils m'ont exposé mon réseau social local, historique, de manière gratuite. Et j'ai fait appel, il y a une plateforme d'appel européenne où j'ai fait un formulaire pour contester. Il n'y a rien eu qui a donné. Donc, la censure autour de mon nom est insupportable. Je n'ai pas envie de finir assassiné par un espèce de fou furieux qui aurait peur que Denis Agré, l'antivax, à cause de ses propos sur la liberté vaccinale, il y ait plus de maladies sur la Terre, ce qui est totalement faux. Moi, je vois bien que, entre autres, il y a un petit... je vais vous faire l'allusion à ça aussi. Il y a au-delà de la fabrique du mensonge, il y a la fabrique de la stupidité ou de la débilité qui a été développée par un gars dans les années 40 qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer. J'ai republié des vidéos sur lui il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'ils entretiennent la bêtise humaine et clairement, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dans les sphères populaires, gauchos, et les gens sont entretenus dans les débilités. Et il y a des gens de Montpellier qui m'ont traité de génocidaire récemment dans un groupe politique. J'ai dit, ben là, c'est même plus la peine qu'on discute. J'ai quitté le groupe et j'ai bloqué ces gens. Je les trouve d'une bêtise humaine faramineuse. Alors, je leur avais envoyé des textes et des vidéos. Mais en fait, c'est des gens qui n'ont pas d'effort intellectuel et qui se confortent dans leur idée parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont plantés. Et donc, c'est là où je pense que c'est la dangerosité entretenue par l'État et qui est vraiment malsaine, c'est que demain, il y a une espèce de fou furieux, parce que les armes, il y en a qui sont armés, qui se disent Denis Agré est dangereux, je vais aller le buter. J'ai écrit quand même aussi début septembre à la préfecture de l'Hérault et au directeur de l'ARS Occitanie pour leur stipuler de manière écrite clairement que de maintenir l'obligation de janvier 2018, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui des enfants, rien qu'à cause du risque de myocardite avec les vaccins diphtérie, tétanos, polio, et que la myocardite aiguë fulminante après DTP baisse à cause des décès, y compris à 3 mois, à 6 mois, à 2 ans. Donc, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui au niveau pénal. Il n'y a même pas eu la moindre réponse du préfet de l'Hérault et du directeur de l'ARS Occitanie. Donc, il y a un énorme problème institutionnel qui ne protège pas la population. Et clairement, moi, je ne vais pas mettre ma vie en danger pour des gens qui sont des fous furieux. Le Conseil de l'Ordre, j'ai écrit cet été, y compris à Vautrin et à Neuder, pour leur dire que je m'excusais d'avoir utilisé les termes homicide et criminel en espérant pouvoir trouver un espace de dialogue, parce que c'est ça qu'ils me reprochent dans ma radiation. Ils disent que j'ai outrepassé ma liberté d'expression en utilisant les termes criminel et homicide. Ok, dont acte, mais depuis mes écrits au ministre, il n'y a pas un seul de ces messieurs qui a eu l'intelligence émotionnelle
de dire oui, on va inviter M. Agré pour discuter de la liberté vaccinale. Donc, il y a vraiment quelque chose. J'ai encore écrit la semaine dernière à pas loin de 10 mails de France TV Occitanie, de France TV Toulouse. Donc, ils ont eu mes mails qui reprennent ce que je viens de vous dire sur la mise en danger de la vie d'autrui liée à l'obligation vaccinale de janvier 2018. Donc, ce plafond de verre, il est toujours là. Je ne sais même pas comment le qualifier. Il est morbide, il est dangereux. Les parents sont encore dans cette espèce de soumission. Et je veux vous redévelopper aussi l'histoire de l'expérience de 1000 grammes. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé des vidéos sur 1000 grammes, vous connaissez ou pas. En gros, il y a quelqu'un qui pose des questions et si celui qui répond aux questions répond faux, on lui envoie des décharges électriques. Et comme on n'est pas en lien avec celui qui répond faux, ben, les gens appuient sur le bouton, tant et plus jusqu'à ce qu'ils envoient des décharges électriques avec des doses létales. Et ils ont très bien montré ils ont fait un jeu télévisé que si l'autorité, qui est représentée par l'animateur de TV, n'est plus là, les gens sont plus à même de désobéir à l'obligation d'envoyer les décharges électriques. Et en fait, cette histoire d'obligation vaccinale où on fait 1 dose, 2 doses, 3 doses, puis 5 doses, puis 10 doses à des gamins, où on met à chaque fois, on augmente le risque, hein, et on met en danger leur santé. Les parents n'arrivent pas de manière forte à désobéir à l'autorité, entre autres parce qu'elle est encore là. C'est pour ça que j'ai insisté plusieurs fois sur le fait qu'il y a la pétition de destitution de Macron sur le site de l'Assemblée nationale et que si elle montait à 500 000 signatures, ben, l'autorité de ce chef suprême tomberait. Cette pétition, elle ne monte pas, elle est bloquée à 167 000, 168 000 signatures, elle végète. Je pense que réellement, il y a une erreur énorme des sites. Ouais. Enfin, voilà où on en est. Si vous le permettez, je vous coupe 2 minutes. Ouais. Je crois que vous devez être beaucoup plus prudent. Parce que là, tel que vous continuez à vous engager, à chercher à être entendu par les grands médias, etc., vous risquez que le fou furieux fabriqué par la police ou la gendarmerie vous tombe dessus. Et vous offrez déjà par vos propos la porte pour qu'en fait, vous leur offrez déjà le schéma. Et demain, on verra dans le journal un fou furieux qu'on cherche. Non, moi, je ne suis pas fou. Ils l'ont reconnu en septembre 2023. J'ai eu 2 contre-expertises. Donc, c'est là où ils sont coincés. Soyez prudent pour vous-même. Mais je suis prudent, vous voyez. Mais si vous voulez, moi, on est tous des humains. On a tous le droit de se planter. On a le droit de s'être trompé depuis janvier 2018 en pensant que c'était important parce qu'il y avait... Mais si vous voulez, au bout d'un moment, il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on arrête parce que c'est malsain pour tout le monde. Et moi, j'ai parlé de la paix de nombreuses fois. La paix, pour moi, c'est, on va dire, le pendant de la guerre. Hein, et je pense que la paix durable, elle est souhaitable pour tout le monde, y compris pour les médias, y compris pour les hommes politiques, y compris pour les Français, y compris pour les Montpelliérains, y compris pour le monde entier. En théorie, elle a l'air de cheminer en Israël, en Palestine. Je ne peux que espérer qu'elle devienne vraiment pérenne et que toutes ces populations puissent se résilier avec toutes les horreurs qu'elles ont vécues. Je ne peux qu'espérer que la paix advienne aussi en Russie et en Ukraine, qu'elle advienne aussi au Soudan et dans tellement d'autres pays en Afrique où il y a des guerres, et puis aussi qu'elle advienne dans notre pays parce qu'il y a une espèce de guerre civile larvée où les policiers tuent de temps en temps des civils, des civils tuent des policiers. Il y a eu une guerre civile monstrueuse en Nouvelle-Calédonie que j'ai trouvé absolument horrible. Donc, il y a plein d'endroits dans le monde où il y a la guerre. Moi, je ne sais pas comment vous dire, je prie pour la paix, pour qu'on aille vers ça. Et je reste prudent. C'est pour ça que, vraiment, aujourd'hui, les municipales à Montpellier, j'en fais pas une cause personnelle.
si ça se déroule de manière simple ou avec d'autres gens qui sont engagés et où on arrive à faire un projet pour les 500 000 habitants à Montpellier, tant mieux. Et puis si ça ne se fait pas, je trouverai d'autres manières de vivre, de résilier, etc., etc. Voilà. Manifestement, vous êtes un véritable humaniste, mais pas prêt à renoncer à vos idées. Alors, ce que je vous propose pour ce soir, je crois qu'on a un petit peu mis les choses au point globalement, et en dehors de l'antenne, on va vous donner un moyen de joindre des gens qui savent comment ça se passe au fond et ce qui se passe réellement et qui est caché, dont on ne peut pas parler ici, mais on pourra le faire autrement. Donc, pour l'instant, un grand merci en tout cas de vous être exposé parce que vous vous exposez beaucoup. Et merci à vous pour cette soirée très agréable et qui nous permet de trouver des gens de cœur parce qu'ils sont de moins en moins nombreux en France et on a besoin de gens de cœur. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Je pense qu'il y en a de plus en plus, mais on ne les voit pas. Vous voyez? Justement, il faut qu'on arrive à les réunir. Voilà. Ouais. On a besoin de vous, docteur Agré. Alors surtout, protégez-vous, faites attention. Merci à vous. Ne vous inquiétez pas. Je fais ça. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée à tout le monde. Ça y est, c'est coupé.